Brestoise, j'aurais dû commencer le podcast en allemand aujourd'hui, mais voilà, pour diverses raisons que vous connaissez, ça ne se fera pas. Bienvenue dans ce 40e épisode de Brest On Air, le premier de la saison 2, et pour votre plus grand plaisir, messieurs, dames, ils sont de retour, ils sont avec vous. Je parle bien sûr de Fanch et de Yann. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Salut Quentin, salut Yann. Ça va très bien aussi. Très déçu de ne pas avoir entendu ton petit accent allemand. Oui, c'est vrai que je m'y étais préparé, ça fait quelque chose. Ah oui, des raisons indépendantes de notre volonté, évidemment. Et justement, dans ce podcast, on parlera un peu de ce feuilleton Adrian Grbić. On avait perfectionné notre prononciation pour l'événement, mais elle ne servira que, en tout cas, pas avant le 27 septembre, c'est ça? Oui, 4e journée. 4e journée donc. Ou alors on fera évidemment un débrief du fabuleux match amical qui se prépare entre les deux équipes, à moins que. Mais on parlera surtout de Ronald Pierre-Gabriel qui arrive en provenance de Mainz. Voilà, un peu d'accent allemand quand même aujourd'hui. Du FSV Mainz 05. Et on parlera pour finir un peu de calendrier puisqu'il est sorti il y a très peu de temps. Mais avant ça, Fanch, c'est évidemment chronique habituelle, hein, ce sont les news. Tout à fait, les news. Alors, aujourd'hui, donc pour ce début de seconde saison du podcast, on va revenir sur des éléments d'avant-saison évidemment, et on commence par la DNCG. Donc le Stade Brestois a passé sans encombre du coup ce passage obligé qui concerne tous les clubs professionnels. C'est pas anecdotique parce que des clubs comme Bordeaux ont demandé le report notamment de leur passage parce qu'ils n'ont pas l'air très très sereins en ce moment du côté de la Gironde. On est passé, nous, si je dis pas de bêtises, avec Saint-Etienne, et Saint-Etienne, on leur demande des documents complémentaires, comme ça a été le cas pour Lille notamment. Donc de ce côté-là, Brest peut s'estimer heureux, enfin c'est mérité en fonction de la gestion économique du club. D'ailleurs, il y a Pascal Robert qui a donné une interview au site du club qu'on vous recommande d'aller lire si vous ne l'avez pas encore lu. Il parle de l'état des finances, etc., que le club est plutôt bien géré, avec notamment cette expression « on ne dépense pas l'argent que nous n'avons pas ». Et donc effectivement, je pense que c'est plutôt positif. Donc Brest, pas d'encadrement de la masse salariale, rien du tout. On va pouvoir envoyer du billet. Deuxième petite news, et je sais que Quentin, tu voulais rebondir sur celle-ci. Stade Brestois a également communiqué sur la reprise, et on voit que les joueurs sont à l'entraînement, mais également les ouvriers aussi. Ils ne font pas l'entraînement, mais eux bossent à côté. Et donc des travaux qui continuent à Kerlaurant avec la réfection du terrain, ce qu'on appelle le terrain du bas. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'entraînement voir à Quatodon. Qui sera en surface hybride, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on peut voir avec ça que le complexe d'entraînement des pros commence à avoir une certaine allure. Quand on se souvient qu'on a parlé, Yann, avec Steve Elana qui disait que à PNLN, ça faisait vraiment pitié. Quentin, toi, tu as été plusieurs fois voir le match des jeunes. Aussi, tu nous l'avais rapporté, c'était très compliqué de s'entraîner dans ces infrastructures. Là, le club dépense de l'argent pour s'étoffer dans ces infrastructures et c'est plutôt très positif. Voilà, je voulais juste rajouter un petit truc. J'ai fini un bouquin hier qui s'appelle donc Big Data Foot, un truc sur les statistiques et tout ça dans le football. Et donc vers la fin, il y a un passage sur le joueur qui s'appelle Tim Sparv, qui joue donc à Midtjylland au Danemark et qui écrit régulièrement sur son site internet quelques pages de blog. Et il faisait la remarque que de temps en temps, les médias cherchent des raisons pour lesquelles un club, par exemple, passe de trois défaites consécutives à 3 victoires consécutives. Et généralement, le plus simple, c'est de trouver les raisons tactiques, les raisons, peut-être un attaquant à retrouver la réussite devant le but. Et lui disait aussi qu'il y avait pas mal de raisons autres. Et l'une d'elles, par exemple, c'était la qualité des infrastructures. Il y a des possibilités de mieux s'entraîner au quotidien. Je pense que voilà, les petits gains marginaux qu'on peut gagner par rapport aux saisons précédentes vont aussi permettre au Stade Brestois de passer dans une dimension un peu supérieure, de peut-être d'attirer aussi plus de joueurs de calibre un peu plus haut qu'actuellement, en justement faisant développer les infrastructures, que ce soit à Pen-Hélène, que ce soit le stade ou autre d'ailleurs. On connaît un peu les installations en hiver, en tout cas on les connaissait, hein, Jean-Marc Furlan les avait fait remarquer plusieurs fois pendant qu'il était là. Donc là, ça va permettre de s'entraîner vraiment très très bien pendant l'ensemble de la saison. Et donc voilà, c'est vraiment une très très bonne nouvelle de voir que, outre les deniers qui sont posés sur les éventuels transferts ici et là, on arrive aussi à en mettre juste à côté sur les infrastructures, sur les jeunes, voilà, sur l'encadrement autour des joueurs. Donc c'est vraiment agréable de voir tout ça.
Et en plus, de mettre de l'argent sur des infrastructures, c'est quantifiable sur le moyen et long terme. Parce que je veux dire, une fois que le terrain il est fait et construit, la plaine de jeu, bon, ça va rester pour les années suivantes, qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est des choses qui resteront, qui seront utiles au club. Et c'est très bien comme ça. Et je rebondis sur ce que tu dis, Quentin. On va parler du calendrier tout à l'heure. On va voir que dans le calendrier, il est très fourni en hiver. Et je pense que on l'a vu par les années passées, que souvent dans les périodes hivernales, Brest avait un petit peu de mal, et peut-être que justement ce sont les infrastructures et les conditions d'entraînement qui faisaient que le club, même la pelouse du Stade Francis Leblay était très mauvaise à ce moment-là. On verra si les choses changent cette saison. L'occasion d'ailleurs de saluer le travail de Sparfel, qui était effectivement plutôt excellent, hein, oui. Que ce soit à Brest ou même dans des clubs dont l'entreprise s'occupe ailleurs. On a rarement vu de mauvais retours sur les infrastructures que Sparfel peut mettre en place à droite et à gauche. Ensuite, au niveau des infos, on continue, je déroule. La campagne des réabonnements a débuté. En tout cas, on va débuter le 20 juillet en ligne. Elle a débuté en ce qui concerne les groupes de supporters. Donc, personnellement, j'ai repris ma place, et vous. Je pense que cette communication du club restera à jamais, parce que c'était on pouvait pas faire mieux, je pense, à ce moment-là. Donc, en ce qui concerne les réabonnements, sur place, c'est à partir du 24 juillet au 1er août à l'atelier. Et après, on va pas vous donner toutes les infos précises, hein. Il y aura plus d'informations concernant les remboursements, les moyens de paiement sur le site officiel du club, sb29.bzh. Ensuite, on continue avec le recrutement. Donc, le recrutement s'est passé un petit peu inaperçu en ce moment, parce que justement, avec Adrien Gerbic, le recrutement récent d'Honora, le Doiron, les présentations, etc. C'est le recrutement du jeune Marseillais, donc Zachary Iskay. Je ne sais pas si je prononce bien ou mal. En tout cas, je m'excuse auprès de lui si je prononce mal. Donc, il a 20 ans cette année. Il est né le 2 octobre 2000. Donc, c'est un très jeune joueur qui était attaquant, d'après ce que j'ai pu trouver du côté de Marseille, qui a été reconverti latéral droit avec l'équipe B de l'OM, dans laquelle il évoluait l'année dernière en National 2. Il devrait intégrer le groupe professionnel le 13 juillet, donc ça correspond à lundi 13 juillet, selon le site de la Provence en date du 8 juillet dernier. Donc, c'est eux qui sortent l'info. Et donc c'est un joueur qui arriverait gratuitement. Marseille ne demanderait pas d'indemnité de formation le concernant. Donc voilà, une recrue supplémentaire pour Brest, mais je pense que là c'est toujours dans le processus de post-formation aussi d'avoir des jeunes et de voir comment ça peut se goupiller. Et si tu me laisses juste ajouter une petite précision, puisque j'ai demandé à donc des Marseillais de me le présenter un peu rapidement sur Twitter. Donc c'est bien un attaquant reconverti milieu offensif puis latéral droit. Donc on imagine que c'est quand même un latéral droit qui l'idée de toujours regarder vers l'avant et qui a un profil sûrement très offensif et qui a donc un gros potentiel physique avec de très belles qualités de détente, vitesse et technique très correctes. Il doit juste progresser dans ses gestes, dans son application quotidienne, car très inconstant. Il peut réaliser des énormes performances comme sur certains matchs il y a 2 saisons, ou complètement passer à côté comme il a fait cette saison. Et apparemment, il aurait une très bonne mentalité. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Souvent, c'est une valeur partagée par les recrues, en tout cas sous l'ère Lorenzi, ils accordent beaucoup d'importance à cette fameuse mentalité et comportement, donc c'est tant mieux. Et si effectivement il a fait des matchs un petit peu moins bons, c'est peut-être pour ça aussi que l'OM ne le conserve pas, parce qu'on a vu qu'ils avaient fait signer 5 ou 6 joueurs jeunes professionnels, donc bon, il ne faut pas non plus faire signer tout le monde. Au niveau des infos, il m'en reste 2 petites. Les matchs amicaux, notamment le match amical, donc Plabennec-Brest à 18h30, ce sera samedi 18 juillet, le retour du Stade Brestois sur le terrain. Et donc nous sommes en mesure de vous donner les tarifs. Ce sera 8 € pour le commun des mortels. Et pour les femmes et les moins de 14 ans, 4 €, n'est-ce pas Yann ? C'est ça. Et de manière plus générale, on a eu plusieurs informations qui sont mises au compte-gouttes sur les tigers amicaux. Du coup, après ce match contre Plabennec, il y aura le match contre Saint-Brieuc, le 25 juillet à Saint-Brieuc. On ne sait pas encore s'il sera ouvert au public. De même pour le match face à Rennes qui aura lieu à Vannes le 8 août. Et entre-temps, on aura eu potentiellement un match entre Brest et Lorient qui, à l'origine, aurait dû se dérouler vers Quimper. A priori, ça ne sera pas le cas. Et on se demande même si le match aura lieu, notamment du fait du calendrier qui verra Brest et Lorient s'imposer à la 4e journée. Et aussi, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a une certaine tension entre les deux clubs depuis quelques jours. Donc plus d'infos à suivre, là le stade communiquera certainement là-dessus. Pour l'instant le match est maintenu, donc voilà. Et dernière petite information, ça concerne totalement notre propre pomme. On est très heureux avec Quentin et Yann d'avoir passé sur internet en tout cas le cap des 1000 followers sur Twitter. Donc 1000 personnes qui nous suivent sur notre compte Twitter, d'ailleurs 1041
le lendemain. Donc c'est le moyen de communication qu'on utilise le plus sur Internet. On essaye de se mettre aussi un peu à Facebook, mais c'est vrai qu'on est moins familier, c'est ça, moins actif, moins réactif là-dessus. Mais sur Twitter, en tout cas, vous êtes déjà plus de 1000 en moins d'1 an. On avait lancé l'aventure Brest On Air vers le mi-août de l'année dernière. Et donc nous sommes ravis et on va continuer entamer cette deuxième saison avec maintenant une base de suiveurs et de gens qui écoutent de podcasts. On a d'ailleurs des retours ci et là qui sont très sympathiques. Ça nous permet aussi de revenir là-dessus et de vous remercier des gens qui nous disent vous êtes notre habitude, genre le samedi matin quand je vais courir, quand je rentre du boulot ou je sais pas, quand j'ai un moment, je ne rate pas un épisode de Brest On Air. Donc vraiment merci à tout le monde parce que c'est aussi grâce aux gens qui nous écoutent qu'on est là et qu'on a gagné depuis le début du podcast la bagatelle de 0 €. Donc merci à tous vraiment, ça va droit au cœur. Et avec 0 €, on aurait quand même pu acheter Denise 20. Oui, tout à fait. Et à cet égard, on vous encourage, on l'a pas fait ces derniers temps, mais à venir nous poser vos questions. Ça peut être sur n'importe quoi. Quentin a émis l'idée de discuter les tatouages de Gaëtan Charbonnier. Voilà, ça peut être sur n'importe quoi, n'hésitez pas. Et moi, je ne perds pas espoir de faire un jour une émission en live. Vous pourrez répondre à des questions et là, ça pourrait être plutôt rigolo. Et concernant les news, Quentin, Yann, j'ai terminé. Parfait. On va pouvoir passer à la nouvelle recrue du Stade Brestois avec donc l'arrivée en prêt pour 1 an plus 1 an reconductible de Ronaël Pierre-Gabriel en provenance de Mayence. Et donc avant qu'on discute un peu de cette recrue, comme on le fait régulièrement, on a invité une personne à nous parler de cette nouvelle recrue, une invitée pour le coup. C'est peut-être la première, il me semble, de l'histoire du podcast. Oui. Donc ça fait plaisir. C'est Faustine du site Envers et contre tous. Donc Envers et contre tous, l'un des sites presque partenaires, en tout cas amis du podcast. Et donc Faustine nous a parlé, c'est très intéressant d'ailleurs, nous a parlé de Ronaël Pierre-Gabriel, puisqu'il a été formé à Saint-Étienne avant de partir à Monaco, puis à Mayence. Et donc Yann, tu l'as interrogé pendant quelques minutes. On la remercie, on l'écoute et on revient juste après. Alors, pour parler aujourd'hui de Ronaël Pierre-Gabriel, on va recevoir quelqu'un qui est au final issu de son club formateur, à savoir l'AS Saint-Étienne. On reçoit aujourd'hui Faustine du site Évêque, qu'on a reçu plusieurs fois déjà dans notre podcast. Donc, Faustine, bonjour et merci de nous accorder un peu de ton temps. Avec plaisir, bonjour à toi. Alors, on va commencer en fait avec une question très générale. Ronaël Pierre-Gabriel, pour toi, supportrice stéphanoise, c'est un bon, un mauvais ou un souvenir un peu indifférent? Alors, je dirais que c'est un souvenir un peu particulier parce que déjà, je l'associe à une période assez sombre pour l'ASS, qui est cette saison 2017-2018 où on a beaucoup souffert sur les premiers mois. Maintenant, le joueur en lui-même, l'homme déjà qui se cache derrière le joueur, c'est un super souvenir. Je pense qu'il a laissé une très bonne image de lui du côté de l'Etra et le joueur, on avait décelé un potentiel qui malheureusement n'a pas encore réussi à s'exprimer sur la suite de sa carrière, mais je pense que tous les supporters des Verts déjà sont ravis de le revoir en France, donc c'est plutôt bon signe concernant l'image qu'il a laissée ici dans le Forêt. Justement, tu parles du potentiel de joueur. Il y a une petite chose qui nous a un peu interpellé en regardant un peu les différents matchs de Ronaël Pierre-Gabriel, c'est est-ce que c'est réellement un latéral droit, ou on l'a vu à Saint-Étienne jouer à de nombreuses reprises dans l'axe, à gauche, ou est-ce que c'est juste un peu un passe-partout? Oui, effectivement, il a joué pas mal de fois à gauche, notamment sous Galtier. Après, ça a été beaucoup moins le cas sur la suite de sa carrière à l'ASS. Il a cette capacité effectivement de jouer de l'autre côté, de jouer dans une défense à 5. Maintenant, je pense que son vrai poste, qui est le poste auquel il a joué notamment en équipe de France jeune, qu'il a joué aussi en équipe de France Espoir, même si malheureusement pour lui, il n'a pas eu la chance d'y aller souvent. C'est clairement un latéral droit. C'est le poste auquel il a été formé à l'ASS, même si encore une fois, il n'a pas fait non plus beaucoup de saisons en formation chez nous, puisque très rapidement, il a réussi à éclore au niveau de la Ligue 1, au niveau du groupe professionnel. Et il a fait des bonds assez rapides à chaque fois entre les U17, les U19, la réserve et le groupe pro. Donc, clairement, pour moi, c'est un vrai latéral droit. C'est à ce poste-là qu'il a joué lorsqu'il a joué à Monaco. Et encore une fois, il n'a pas beaucoup joué ces derniers mois et même ces dernières années. Mais c'est un vrai latéral droit. Et on le remarquait notamment quand il jouait à gauche, où on sentait quand même bien moins à l'aise, ce qui est normal. Sur son mauvais pied, c'était beaucoup plus compliqué. Et peut-être que tu as une explication du pourquoi il n'a pas tant que ça joué. Même au final, à Saint-Étienne, il n'a pas vraiment fait de saison complète. Oui, effectivement. Alors, la concurrence l'a souvent bloqué du côté de Saint-Étienne parce qu'il a eu Kevin Malcuit dans les pattes sur ses premiers pas dans le groupe rose, qui n'était pas facile parce que Kevin Malcuit a fait de bonnes prestations à l'ASS. Et puis,
Il a joué lorsqu'il n'avait pas vraiment de concurrence. Ça a été le cas en fin d'année 2017 lorsqu'il a eu Seydi Anko, qui était un joueur afro et qui, du coup, ça lui a profité. Et là, il a beaucoup joué. Et puis après, il y a eu l'arrivée de Mathieu Debuchy qui l'a clairement mis sur le côté. Après, ce qui le bloque et ce qui fait qu'il n'a pas non plus laissé un grand souvenir du côté de la SS, c'est malheureusement ses blessures. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu à vos oreilles maintenant que vous l'avez recruté. Et c'est un joueur qui est extrêmement souvent blessé. C'est un joueur, clairement, moi, l'image que je garde de Ronald Pierre-Gabriel, c'est l'image d'un joueur qui a des crampes à la 70e. Alors, ce qui peut être normal sur les premières apparitions en pro, mais ce qui devient inquiétant quand c'est récurrent. Et voilà, pour avoir suivi de très loin ce qu'il est devenu en Bundesliga, c'est vrai que ça l'a poursuivi. Et j'ai vu notamment plusieurs supporters allemands avoir fait la même remarque cette saison. Donc, clairement, sa fragilité physique, c'est le gros point noir de Ronald Pierre-Gabriel. Et peut-être à l'inverse, qu'est-ce que serait son gros point fort? Son gros point fort, déjà, je pense que c'est un bosseur. Il a fait l'unanimité au niveau des coachs. Christophe Galtier l'a lancé dans le bain de la Ligue 1 à 17 ans, ce qui n'est pas non plus le cas de tous les jeunes joueurs qui sortent d'un centre de formation. Il a été l'un des joueurs lancés le plus tôt à la SS. Alors, ça, à mon avis, il a reculé au classement, mais je crois qu'il était dans le top 5 lorsqu'il a démarré en Ligue 1 à 17 ans. Oscar Garcia l'appréciait beaucoup, même si Oscar Garcia n'est pas resté très longtemps, mais il en avait fait un joueur type dans son 11. Donc, je pense que Ronald Pierre-Gabriel, c'est quelqu'un qui a envie de travailler. Je pense qu'il a à cœur de se racheter après 2 années qui ont été très compliquées. Moi, je suis persuadée que Dalloglio va prendre beaucoup de plaisir de travailler avec lui parce que c'est vraiment un bon gamin. Voilà, c'est clairement la façon dont je le définirais. C'est un bon gamin qui a laissé une super image du côté du centre de formation. Et je suis persuadée qu'il a envie de retrouver un peu soit l'équipe de France jeune, soit voilà, au moins les pelouses parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Et ce côté revanchard, je pense avec ça, il peut apporter beaucoup à votre club. Justement, tu évoques Olivier Dalloglio, qui, on le sait, est quand même réputé pour être un entraîneur très offensif. À l'inverse, ces dernières saisons, Ronald Pierre-Gabriel a quand même joué dans des équipes assez défensives, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses qu'il peut quand même faire le tâche dans un rôle beaucoup plus offensif? Je pense que c'est une interrogation qu'on a nous aussi à la SS. Comme tu le disais, il n'a pas eu la chance de jouer dans des équipes qui jouaient beaucoup de football. Alors aussi, encore une fois, le contexte a été très compliqué. Pierre-Gabriel, il faisait partie d'une défense qui prenait 3 à 4 buts par match pendant plusieurs semaines sur les peu de matchs qu'il a joué à la SS. Donc forcément, ça facilite pas les choses pour qu'on puisse voir ses capacités, notamment de centreur, mais voilà, ses capacités de monter sur le fond de l'attaque. À titre d'exemple, je crois qu'il centrait 3 fois moins que Mathieu Debuchy, qui a joué avec quasiment les mêmes joueurs. Alors, c'est un peu méchant de dire ça, parce que Mathieu Debuchy est arrivé à ce fameux mercato hivernal où la SS a quasiment changé la moitié de son équipe. Mais sur cette même saison, Mathieu Debuchy centrait 3 fois plus. Maintenant, encore une fois, c'est une vraie interrogation pour nous, parce qu'on n'a pas eu la capacité de le juger sur cette capacité qu'il pourrait avoir en tant qu'offensif. Dans un contexte favorable, je suis sûre qu'il pourrait répondre à vos attentes, surtout qu'en formation, pour le coup, même s'il n'a pas joué encore une fois beaucoup de matchs avec nos catégories jeunes, c'était quand même un latéral qui se portait vachement vers l'avant et qui faisait beaucoup de bien, notamment offensivement à la SS, qui avait une très bonne génération pourtant de ce côté-là. Donc, c'est une question à laquelle je ne peux même pas répondre parce qu'on n'a pas pu le juger sur cette capacité-là. Et encore une fois, je pense que si on pose la même question aux supporters de Monaco, aux supporters de Mayence, eux aussi seront dans l'interrogation parce que tout simplement, il ne joue plus depuis un petit moment. De toute façon, je pense que vous ne serez pas surpris. Vous allez retrouver le Pierre-Gabriel qui a quitté la SS, clairement, puisqu'il n'a pas eu le temps beaucoup d'avancer dans sa carrière ces derniers mois. Mais encore une fois, quand il est parti de la SS, il y avait des supporters qui trouvaient que c'était bien vendu. Et au final, l'avenir de Pierre-Gabriel leur a donné raison. Mais il y avait aussi beaucoup de gens qui croyaient en lui, et je pense que ces gens-là, même si sa carrière elle est un peu compliquée en ce moment, ils croient toujours en lui, et en tout cas, encore une fois, tout le monde lui souhaite le meilleur, et je pense que le Stade Brestois peut vraiment relancer sa jeune carrière. Il a que 22 ans, donc il reste très jeune. Peut-être une dernière question un peu divinatoire. Est-ce que tu penses que Pierre-Gabriel est capable de faire une saison complète avec le Stade Brestois en Ligue 1? En tant que titulaire indiscutable, sans avoir réellement de backup comme on a pu avoir l'an dernier? Je pense qu'il a les capacités, en tout cas le footballeur Ronald Pierre-Gabriel a les capacités. Après maintenant, encore une fois, son physique, il m'inquiète toujours autant, et c'est ça la clé. À partir du moment où Pierre-Gabriel pourra enchaîner les matchs, je suis persuadée qu'il a clairement le niveau pour faire une saison complète de Ligue 1. Avec vous et avec n'importe quel club
de votre standing et du standing de l'ASS, puisqu'on est un peu dans la même course ces derniers temps. Maintenant, si son corps ne suit pas, malheureusement, je crains que pour lui, ce soit un peu l'année de trop, parce que ça va commencer à faire aussi beaucoup. S'il enchaîne sur une 3e année compliquée, même s'il n'a que 22 ans, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est la saison de la dernière chance. Donc, ça peut être aussi un bon élément de motivation pour lui et pour briller chez vous. Alors, encore une fois, on remercie Faustine de cette intervention très très pertinente, très intéressante, ce qui nous permet d'en apprendre un peu plus sur le profil du joueur qu'est Ronald Pierre-Gabriel. Messieurs, qu'est-ce qu'on en pense de l'arrivée en près de 2 ans? J'ai regardé sur les divers forums autour de Mayence. Ils sont assez circonspects. Déjà, le consensus à la base était que il n'avait vraiment pas eu sa chance pour exploser à Mayence. Alors il y a un peu de concurrence à son poste à Mayence. On en parlera un peu plus tard. Plus globalement, c'était le manque l'absence d'option d'achat qui mettait en doute l'utilité de ce prêt, que ce soit pour Mayence ou pour Brest. Et est-ce que voilà, l'idée est un peu la même chez vous, ou bien vous êtes plutôt satisfait de voir ces prêts de 2 ans qui sont un peu de plus en plus populaires, j'ai l'impression, dans le foot? Personnellement, sur la question des conditions de transfert, donc tu parles effectivement d'un prêt. Point de vue positif, je dirais, si on doit voir le verre à moitié plein, c'est qu'on ne prend pas de risque financier en termes de dépenses. Voilà. En plus, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'une partie du salaire est pris en charge par Mayence, si j'ai bien lu ce qui était indiqué notamment dans le télégramme. Donc de ce niveau-là, bon, pour Brest, il n'y a pas de risque. D'un autre côté, on peut dire qu'on fait le boulot pour Mayence, du coup, parce que s'il explose, qu'il se remet en selle le joueur, il va retourner là-bas en ayant repris de la confiance. Et du côté brestois, effectivement, on aura pu profiter de ses bonnes performances pendant un temps, mais ce sera uniquement pendant un temps, justement, un temps limité. Le fait de ne pas avoir d'option d'achat, c'est vrai que sur le long terme, et même pour le joueur, pour se projeter, ce qu'il aura envie, si jamais il est en condition par exemple, comme un Romain Perrault qui a mis un petit peu de temps à s'adapter cette année, est-ce que s'il arrive à Noël ou en février, il a également du temps à s'adapter pour son meilleur niveau? Est-ce qu'il va faire les efforts nécessaires pour justement mettre tout en œuvre pour être très bon, sachant qu'à Brest, il restera pas de toute façon? Je sais pas, je suis un petit peu partagé. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas de risque de prix, donc pourquoi pas? C'est un joueur qui peut nous apporter, mais je pense pas que le club et le staff en face un joueur clé pour la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Peut-être un point purement technique, c'est que pour rappel, un club de Ligue 1 n'a le droit de se faire prêter, je crois que c'est que 6 joueurs dans la saison. Je doute qu'on se fasse prêter 5 autres joueurs, donc sur ce point-là, c'est pas un souci. Après, je rejoins sur l'analyse purement financière. J'ai peut-être plus de doutes sur le profil, mais en fait, je pense que c'est ce qui va ressortir de nos propos tous les trois, c'est que c'est un joueur qu'on a très peu vu jouer, qui lui-même a très peu joué, donc c'est très dur de se faire une idée sur le bonhomme. Et c'est peut-être aussi dans cette logique-là qu'on fait un prêt, dans le sens où on peut se rendre compte au bout de 2 mois qu'effectivement il y a erreur, ou à l'inverse que c'est une très bonne chose. D'autant qu'on voit que le stade n'a pas peur de mettre des gros contrats de 3, 4, 5 ans. Donc là, c'est qu'ils sont, si c'est pas un contrat comme ça, c'est peut-être que d'une part, Mayence n'était pas forcément vendeur, ou que le stade préfère voir aussi avant. Après, c'est possible qu'il y a un accord, un peu un gentleman agreement entre les clubs en disant, bon, écoutez, il n'y a pas d'option d'achat pour l'instant, mais on peut rediscuter dans 1 an ou dans 2 ans, voir ce qu'il en est, si le joueur veut rester. Et Mayence aura peut-être trouvé dans 2 ans, c'est très long, il y aura peut-être encore eu un confinement ou on ne sait quoi, Faut pas trop prévoir, mais tu auras peut-être trouvé un super bon joueur à ce poste-là, et puis Brest pourra le récupérer peut-être à moindre coût. Surtout qu'il a coûté cher, Quentin, je sais pas si tu l'as dit ou pas, je me souviens plus. Il a coûté 6 millions d'euros entre 6 millions d'euros à Monaco et 5 millions et demi à Mayence. C'est quand même un joueur qui, dans les années passées, parce qu'aujourd'hui ce serait quasiment un tarif classique, mais par le passé, il y a 2-3 ans, c'était quand même déjà assez cher. Donc il a forcément un potentiel, ce joueur-là, pour coûter aussi cher. Voilà. Et sinon, juste si je peux rajouter quelque chose sur le... Non, désolé. Je vais quand même le faire. Je trouve un petit peu embêtant, juste une chose, c'est que du coup, à ce poste-là de latéral, on n'aura pas vraiment de taulier sur la saison si Julien Faussurier ne retrouve pas son niveau de la première partie de saison derrière. Parce que là, on va repartir avec un Faussurier qui est un petit peu vieillissant, quoi qu'il en soit, il prend de l'âge, même s'il a fait une excellente première partie de saison. Et là, un Ronald Pierre-Gabriel dont on ne connaît pas vraiment le niveau. Donc, pour moi, le poste de latéral droit sera une des inconnues, ou en tout cas une inconnue avant le début du nouveau championnat. Et justement, tu fais bien c'est là-dessus que je voulais d'ailleurs rebondir, c'est cette absence un peu de taulier. Quand on voit, tu l'as mentionné, que Brest n'hésite plus à mettre des 3, 4, 5 ans de contrat à des joueurs, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que ce poste d'arrière droit a été pris un peu par-dessus la jambe? Il faut bien comprendre que je pense qu'en Grégory Lorenzi,
est en train de bâtir son recrutement. Il a pas des moyens illimités, donc il a peut-être fixé des zones plus importantes et ce poste de latéral droit, on fait confiance à Faussurier et à Pierre-Gabriel en prêt. On mettra l'argent ailleurs. Yann, tu voulais? Moi, j'ai peut-être une autre théorie, le mot est gros, mais en fait, il y a une des grandes caractéristiques de Ronald Pierre-Gabriel, Faustine l'a évoqué, c'est que c'est un joueur qui joue essentiellement à droite, mais a déjà joué à gauche, bon, peut-être pas de manière très convaincante, et qui a surtout pas mal joué dans l'axe à Saint-Etienne. Et moi, personnellement, je l'avais pas trouvé trop mal à ce poste-là. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on a un peu un couteau suisse. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas recruter un autre pur latéral droit dans les semaines à venir? Surtout que le mercato sera très long. Peut-être qu'il le considère, en fait, Grégory Lorenzi parlait de recruter un défenseur central, peut-être qu'il le range plutôt dans cette catégorie-là. Je sais pas trop. Après, sur le fait qu'il puisse jouer à gauche, moi, je me suis donc regardé son match face à Lille. Donc, ça doit être en 2017, le match face à Lille où il jouait à gauche. Je sais, après, c'est très difficile de juger là-dessus parce que je ne sais pas s'il avait joué à gauche récemment, s'il était en pleine forme ou quoi. Mais en tout cas, sur ce match-là, c'était pas forcément très convaincant. C'est un vrai droitier. Mais voilà, après, voilà, moi j'ai regardé 2 matchs qui datent d'il y a 3 ans. Je peux pas avoir un avis tranché sur le joueur. Il avait en plus 19 ans, donc il était toujours très jeune. Mais le problème, c'est que depuis, il n'a pas beaucoup joué, on l'a mentionné, que ce soit à Monaco ou à Mayence où il a été barré par de meilleurs joueurs. Il y a un joueur qui s'appelle Ridel Bakou qui a explosé cette saison avec Mayence. Il y a un Daniel Brozinski qui est régulièrement titulaire. Suite à l'explosion de Bakou, il a été repositionné arrière-gauche, Brozinski. Il a vraiment dû se faire sa place. Et quand il a joué, ça a été des matchs à Munich où ils ont pris 6-1, contre Leipzig où ils ont pris 8-0. Je crois qu'il a participé à 8 matchs dans la saison. Et seulement une s'est terminée avec une victoire, c'était contre Paderborn. Et il jouait dans une défense à 3, donc défenseur central. C'était une saison un peu compliquée pour lui. Et j'imagine qu'il arrive là pour se relancer. Voilà, j'avais émis l'idée que bref, c'était une bonne plateforme pour relancer des joueurs, puisque l'environnement est plutôt sain. Il n'y a pas trop de pression venant des supporters, des médias. Donc j'imagine que voilà, c'est aussi un peu l'idée de pouvoir relancer un joueur un peu en difficulté dans son club et pouvoir un peu à l'image en privé, on avait parlé de Valentin Rosier qui aurait pu faire l'affaire. Voilà, c'est un peu le même profil de joueur que Valentin Rosier. Moi, je connais pas, je suis pas un spécialiste de la Bundesliga comme toi. Mayence, en Allemagne, aujourd'hui, c'est quoi comme club? Je veux dire, c'est une grosse pression que non, c'est un club Non, c'est un club vraiment très familial, l'un des plus familiales de Bundesliga. C'est généralement, quand il y avait, Thomas Tuchel et Jürgen Klopp ont entraîné ce club, arrivé à le faire surperformer quelquefois. Mais généralement, voilà, c'est à l'ère des plus petits budgets de Bundesliga. Ils arrivent quand même à faire quelques coups. Ils avaient notamment recruté Abdou Diallo avant de le vendre à Dortmund. Et ils arrivent de temps en temps à faire quelques coups en France. Et ils ont notamment Jean-Philippe Mateta actuellement et un Moussa Niakhaté qui sont deux des plus gros actifs, on va dire, de Mayence. Donc ils aiment bien prospecter dans le marché français. Et généralement, ça finit entre 12 et 18e, quoi. Et voilà, en plus, ils ont changé d'entraîneur en cours de saison, donc j'imagine que ça n'a pas vraiment aidé à l'intégration d'un nouveau joueur. Donc voilà, généralement, ça a été une saison quand même compliquée. Donc voilà, c'est pas vraiment le mettre dans des bonnes conditions pour progresser. Yann avait une petite anecdote par contre sur Ronald Pierre-Gabriel. Alors, j'en avais plusieurs en fait. La première qui est pas. On sent que Yann est en vacances. Hein. Il y a de la recherche con. Ah non, mais je veux dire, la première est pas forcément très positive. C'est que Ronald Pierre-Gabriel, dans sa carrière, a quand même perdu beaucoup de matchs. Il a perdu plus d'un match sur 2. Si c'est ce qui arrive au Stade Brestois la saison à venir, on ne pourra pas espérer être plus au-dessus de la 16e, 17e place. Après, comme l'avait dit Faustine, et c'est ce que tu confirmes avec les propos sur Mayence, il a toujours joué dans des équipes très en difficulté. Mais le point positif, c'est que quelle que soit la difficulté de sa saison, qu'elle soit très bonne ou très mauvaise, Ronald Pierre-Gabriel sera sûrement le meilleur joueur de foot s'appelant Ronaël. Oui. Parce que il n'y en a tout simplement que 13 en France. On a fait nos petits recherches, voilà. Ça n'apporte rien, mais ça me semblait important de le dire. Et oui, de la qualité pour nos auditeurs et auditrices. C'est important, c'est vraiment notre priorité. Et les 12 autres. Et après, tu parlais de défaites. Oui. Généralement, ce sont des claques aussi. Hein. On parlait du 6-1, du 8-0. Il a pris 4-0 à Wolfsburg. Le derby qui est disponible sur Internet où il entre en jeu, il me semble, contre Lyon. Ils prennent 4-0 à Geoffroy Guichard. Donc voilà, c'est... Ça tombe bien, on commence à Nîmes. On a l'habitude de prendre des branlées là-bas. Exactement. Et du coup, là, au poste de latéral droit, on a deux joueurs qui sont assez... qui se blessent assez régulièrement quand même. Donc c'est risqué. C'est risqué. C'est peut-être pour ça que le troisième, voilà, on parlait du Marseillais tout à l'heure qui est arrivé.
C'est peut-être pour ça, voilà, j'imagine qu'il jouera en réserve, mais qu'il y a peut-être le potentiel d'aller un peu plus haut, et pourquoi pas, on sait jamais. Après, indépendamment du fait du point commun des blessures, je trouve quand même que en comparant le peu de choses que j'ai vu de Ronald Pierre-Gabriel et de Julien Faussurier, on est sur deux profils assez différents parce que Julien Faussurier, qui certes est relativement solide défensivement, surtout un joueur offensif qui se porte beaucoup vers l'avant. De ce qu'on a vu de Ronald Pierre-Gabriel du côté de Saint-Etienne, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur un joueur défensif très solide dans les duels, avec des interventions très très limites. Tu parlais du match contre Lille, il fait sortir Balouli sur une blessure avec un tacle qui, aujourd'hui avec la VAR, c'est carton rouge. Même dans la majorité des duels, il est assez solide. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il a pu manquer à Brest la saison dernière. Bien sûr, il faut trouver un milieu, mais on n'avait pas forcément ce mec qui va aller dans les duels peut t'éclater, quoi. On pense au match contre Angers où c'est littéralement ce qui arrive quand on s'est fait manger dans les duels. Ouais, mais même plusieurs fois dans la saison, on a vu que physiquement ça pouvait être dur. Par contre, il ne réglera pas le souci de la taille parce qu'il n'est pas très très grand. Oui. Il fait un peu moins d'1m80. Mais un peu à l'image de Ronaël, on a aussi, faut pas oublier, Jean Kekeludu qui peut dépanner à droite. Donc voilà. C'est bien de mentionner, il a fait contre Lorient, notamment en Coupe de France. Donc voilà, c'est une option supplémentaire. Et puis ça laisse peut-être très âgé la possibilité de jouer dans une défense à 3. Si on recrute un nouveau défenseur central, on sait que Brandon Chardonnay avait été plutôt bon sur le seul match défense à 3. On sait que Jean-Kévin Duverne a les capacités pour le faire. Ronald Pierre-Gabriel, chaque fois qu'il a joué dans l'axe, c'était à 3 dans l'axe. Donc c'est une corde de plus à l'arc de Dalloglio. Quelque chose à rajouter peut-être sur RPG? Non, pas de mon côté. On va lui laisser donc maintenant nous prouver que c'est un bon joueur. Attendons pour juger. Il faudra attendre pour juger aussi Adrian Grbić peut-être. Oui. Est-ce que ce sera une bonne pioche, une mauvaise pour donc le Football Club de Lorient qui a réussi à le shipper pour une offre un peu plus de 10 millions d'euros, bonus compris, et un salaire absolument gigantesque. Je crois que Lorient, dans les dernières heures de ce feuilleton, a doublé. C'est ça, c'est le salaire d'Adrian Grbić. On parle de 130 000 euros. Après, je sais pas si les chiffres qui circulent dans la presse sont totalement exacts ou pas, mais ouais, apparemment, il a mis Lorient avait cassé sa tirelire. Donc, on va évidemment en parler rapidement, puisque ça a fait quand même le tour de, même pas uniquement du monde bresto-lorientais, mais bien du mercato français en général. Il y a beaucoup de gens qui ont notamment réagi à la vidéo de présentation de la cellule de communication du FC Lorient. Alors, on va essayer d'être le plus objectif possible, évidemment, de prendre un peu du recul sur cette affaire quelques jours après, puisque maintenant on est un peu relâché, on va dire, alors qu'on était un peu tendu sur ce week-end. Mais là depuis ça va, voilà, c'est pas dramatique. Il y aura un autre attaquant qui viendra à sa place. Un petit point, messieurs, quel est votre avis sur cette petite affaire Adrian Grbić? Déjà, tu fais bien de dire que il a fallu laisser quelques jours passer avant de pouvoir en parler, parce que même si j'ai, entre guillemets, et bien sûr, digéré très rapidement sa non-venue, j'ai rarement été aussi à fond, je pense, dans un transfert. J'étais vraiment. Est-ce que c'était parce que c'était Lorient en face? Est-ce que c'était parce que le profil de Grbić était quand même assez intéressant? C'était un tireur de coup de pied arrêté. C'est un mec qui, je pense, sur une frappe peut faire lever un stade. Est-ce que c'était aussi parce que c'était le potentiel plus gros transfert de l'histoire du Stade brestois? C'est ça, c'était le montant historique pour le club. Des infos, des fuites à droite, à gauche, des choses qui, c'est un peu les montagnes russes. Tu entendais le samedi soir, c'est bon. Le dimanche, après, attention, c'est pas signé. Après, les infos perso qu'on pouvait avoir ci et là. Et le message qu'on a reçu le lundi soir vers 21h pour nous dire que Lorient avait cassé sa tirelire et raflé la mise. Là, c'est vrai que c'était un petit peu la douche froide. Pareil, c'est un feuilleton transfert dont on n'a pas l'habitude au Stade brestois. Généralement, c'est des transferts qui se font plutôt calmement, on entend des noms, ça sort, soit c'est dans la presse régionale, soit c'est parfois sur Internet, les rumeurs, etc. Ça se fait pas. Mais là, vraiment, tout le monde avait vraiment l'air tendu et l'épisode a vraiment gagné en dramaturgie avec différentes étapes clés. Déjà, c'était un dossier qui était long depuis longtemps. On parlait de Grbić, on a entendu parler de lui déjà avec Honora il y a très longtemps. On avait tweeté là-dessus à ce sujet il y a longtemps, début du mois de juin. Il y a eu de la concurrence. D'abord, il y a eu Metz qui s'est enlevé, il y a eu Lens, il y a eu Lorient. Il y a eu l'aboutissement, je pense, de la dramaturgie, c'est avec l'annonce du transfert le samedi à Brest, puis Lorient qui revient de la course, et après la vidéo de présentation. Voilà, c'était terminé. Et à ce titre, je pense que les supporters lorientais chambrent sur Internet, ça me semble être totalement de bonne guerre, parce que on aurait fait certainement la même, et faut accepter d'avoir perdu, entre guillemets, dans ce duel de recrutement. En revanche, que le club, et notamment Loïc Ferry, s'y mettent sur Twitter
liké notamment des tweets de Brestois, Rulio, on te salue, de Brestois qui parlaient de la situation. Bon, j'attends le retour de Karma avec très grande impatience. Après, je veux juste rajouter un élément sur ce que tu as dit sur la dramaturgie, sur comment le dossier a pris en ampleur. Ce qui est assez remarquable, c'est que c'est un dossier qui a pris énormément d'ampleur, alors qu'il reste 2 mois de mercato derrière. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en a autant parlé dans la presse nationale, c'est que c'est le gros transfert français de ce début de mercato. Et allez, c'est bizarre que ce soit à Brest du coup, parce que ça n'a pas l'habitude justement. C'est ça, on essaie de se rassurer comme on peut, mais voilà, on était impliqué dans une des grosses affaires. Quand tu as l'After Foot, donc qui est une émission, quand même l'émission un peu référence podcast sur le foot aujourd'hui, parce que c'est une émission quand même qui font tout. Brest en air évidemment. Ah oui, bien sûr. Cela va sans dire, mais que t'as des mecs, voilà, c'est des gars qui n'ont strictement rien à faire de Brest, que ce soit Roland Courbis, Jérôme Roten ou quoi, qui voilà passent 5, 10, 15 minutes à parler de ça dans la semaine. Tu te dis bon, ok, c'est qu'il y a quand même quelque chose, ils auraient pas fait, voilà. Donc, d'ailleurs, on salue Jérôme Roten qui dit que les supporters brestois ne vont certainement pas l'oublier si vite, Adrien Garbic. Et je pense que voilà. Bon, finalement, après, si je peux revenir j'ai d'autres petits trucs à dire là-dessus, mais je trouve que bon, évidemment le grand gagnant, c'est ni Brest ni Lorient. Pour moi, c'est Clermont qui a réussi à un très beau transfert. C'est la première fois peut-être qu'un club se retrouve à avoir exactement ce qu'il veut, alors qu'il reste 2 mois de mercato derrière, tout en sachant que son joueur était prêt à faire grève, s'il était toujours dans. En tout cas, il n'est pas allé à l'entraînement le lundi, et sans enchère d'un club anglais et même étranger. Et après, je trouve très pertinent le fait que Grégory Lorenzi soit pas tombé justement dans la surenchère de dernière minute encore, peut-être en s'alignant peut-être sur le salaire ou quoi. Je pense qu'il a gardé la tête froide, même si ça a dû on n'est pas dans sa tête, mais ça a dû bouillonner, bien le gaver de voir le comportement peut-être de l'entourage de Garbic d'un côté et de Lorient de l'autre. Et ça, je pense que s'il avait réagi surenchéri, ça aurait été plus une guerre d'ego et un combat personnel avec Ferry. Il n'est pas entré là-dedans. Et comme tu disais, Yann, tout à l'heure très justement, ou c'est Quentin, je ne sais plus, c'est Quentin, tu disais, on aura un autre attaquant de toute manière. Donc, moi, je regrette à titre personnel qu'il n'ait pas signé, car je pense qu'avec lui, on aurait une très belle attaque, vraiment. Mais après, quand tu vois les photos de ses agents à l'aéroport de Landbyway, ça donne pas non plus une image super du joueur et de l'entourage. Donc, l'aéroport ou enfin le truc avec la piste là. Voilà. Moi, confiance en Greg Lowe, il va nous trouver un autre buteur. Et après, j'ai envie de dire, finalement, c'est le jeu du mercato, quoi. On n'a pas réussi à tirer le joueur. Lorient nous a proposé une offre supérieure. Après, faut pas qu'il se plante du côté de Lorient maintenant, parce que ils ont mis énormément d'argent quand même sur lui. Mais n'oublions pas que Mediapro n'a toujours pas payé des droits télé, donc faudrait pas qu'il fasse faux bon au dernier moment. Enfin, il faudrait pas pour Lorient, parce que moi, personnellement, l'argent vient pas de ma poche. Mais voilà, c'est le jeu du mercato. On a perdu ce dossier-là, mais je pense qu'on va s'en sortir quand même sans Garbic, il n'y a pas de souci. Puis après, si on positive aussi, effectivement, Lorient a mis une somme énorme. Ils pourront plus, du coup. Voilà, ils pourront plus les mettre sur d'autres joueurs, et on sait que Lorient était globalement sur les mêmes besoins que nous, un défenseur central, un latéral droit. Je crois ils vont annoncer mon conduit prochainement. C'est pas glorieux non plus, mais voilà, on va avoir des dossiers où cette fois on aura plus Lorient comme concurrent. Il y aura peut-être Lens, mais... À Lens, ils ont dépensé pas mal aussi là, avec Ganagog. Et toi, Quentin, qu'en penses-tu ? Moi, je voulais revenir juste sur le rôle de Grégory Lorenzi dans cette affaire, puisqu'on l'a vu quand même, c'est quand même quelqu'un qui débute dans le monde de l'administration footballistique, si on peut appeler ça comme ça. Et on l'a vu utiliser tout un tas de méthodes, et finalement bien mener son bateau jusqu'aux dernières heures. Notamment cette histoire où il a quand même fait croire à pas mal de monde qu'il avait arrêté le dossier Garbic, et visiblement ça a plutôt bien marché, puisque voilà, comme je le disais, à quelques heures près, t'es à 2 doigts de faire signer l'un des plus gros des joueurs qui avaient la plus grosse cote, disons, sur le marché français actuellement. Je sais pas avec quelle image vous voyez Grégory Lorenzi après ce gros feuilleton face à notamment Loïc Ferry, qui, on a quand même l'impression qu'après l'affaire Honora, il a voulu mettre un point d'honneur à ne pas se faire avoir une deuxième fois par le Stade brestois. Et selon Ouest France, qui avait quand même dit que Brest et Lorient avaient fait une offre qui était quand même assez égale au niveau du montant du transfert, selon Ouest France, à offre égale, Garbic signe à Brest. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi se réjouir côté lorientais de voir quelqu'un qui arrive vraiment pour des... alors je sais pas, j'imagine qu'il va tout donner sur le terrain. Hein. L'idée, c'est quand même qu'il vient parce qu'il est payé plus et que peut-être Clermont a refusé l'offre brestoise et a finalement accepté l'offre supérieure de Lorient. Oui, voilà, c'est mon avis, ça répond à qu'à des conditions économiques, hein, parce que voilà, il y a eu plus d'argent mis d'un côté, il a été au plus offrant. Après, d'autre part, je veux dire, si toi on te propose un salaire, on va dire des chiffres qui circulent, 60 000, 65 000 euros par mois ou 130 000 euros, que ce soit Brest ou Lorient, quand t'es croate, techniquement t'en as
un peu rien à faire. Finalement, tu vas aussi au plus offrant. Je peux comprendre la démarche. Je pense que c'est pas le seul joueur de foot aujourd'hui qui aurait fait la même chose. Après, moralement, c'est nul. Si tu as donné ta parole, moralement, c'est nul. Mais après, que vaut la morale par rapport à des dizaines de milliers d'euros? Bon, aujourd'hui, on connaît pas Grbić, on connaît pas sa famille, on connaît pas dans quelles conditions il a grandi. Moi, je sais pas ce que personnellement j'aurais fait dans cette situation. Après, c'est d'autant plus décevant qu'en fait, toute la communication d'Adrian Grbić cet été, c'était de dire que lui, sa priorité, c'était de jouer l'Euro. Donc, si à offre égale, il préfère Brest et qu'avec une offre supérieure, il préfère Lorient, c'est que sa communication était absolument... Après, il peut pas vraiment dire que voilà, son intérêt, c'est l'argent, quoi. C'est compliqué. Ça, bien sûr, on comprend, mais moi, je m'attendais... Enfin, je suis peut-être un peu angélique, mais je m'attendais à ce que vraiment, il fasse son choix en fonction de l'Euro et uniquement de l'Euro. Après, ça démontre aussi une évolution, et je pense que c'est l'augmentation des droits de télé qui va nous faire tendre vers ça. C'est que avant on avait donc les gros clubs qui se battaient, et on avait ce genre d'histoire dans les gros clubs entre, bah voilà, il a pas choisi Lyon parce qu'il est parti, je sais pas, à Chelsea parce que Chelsea proposait plus. Maintenant, on est en train de parler de millions d'euros, de dizaines de millions d'euros de salaires à 6 chiffres entre Brest et Lorient. Donc ça aussi, ça traduit aussi l'évolution du marché, et il va falloir qu'on s'y fasse, parce qu'à mon avis, c'est peut-être le premier gros dossier chaud à ce niveau-là. Mais dans les années à venir, si Brest a le bonheur de rester en Ligue 1, on va avoir certainement d'autres dossiers de ce genre. Mais sur ce mercato, c'est peut-être là le deuxième point négatif de l'affaire pour Brest. Le premier étant de ne pas avoir le joueur. Et que maintenant, tout le monde sait qu'on peut potentiellement mettre 7 millions d'euros sur un joueur. Bon, a priori, il n'y a pas de contact entre Brest et Florian Rayet. Mais si demain, Brest vient proposer 2 millions à Brescia, les mecs vont leur dire, bah, vous avez proposé 7 millions pour Grbić, pourquoi ne proposerez pas 5? Et autre chose, c'est aussi la communication de Grégory Lorenzi maintenant est connue. C'est-à-dire que quand il dira c'est terminé, les autres clubs vont peut-être plus se méfier en se disant, bon, écoute, il est gentil, il nous l'avait fait le coup avec Grbić, mais on va quand même se méfier. Voilà, Brest, il y a du perdant, il y a du gagnant. Je veux dire, encore une fois, c'est vraiment le jeu du mercato, c'est un poker. Et encore, nous, on est juste des suiveurs de l'extérieur. Je pense qu'à l'intérieur, ça ne doit pas forcément être très beau tous les jours. Après, pour les montants des transferts, Grégory Lorenzi ne s'était vraiment pas caché du fait qu'il pouvait mettre un peu d'argent sur un attaquant, sur un ailier. Dans l'équipe, il avait notamment dit que voilà, il n'hésiterait pas à mettre des millions d'euros sur des joueurs importants. Donc là-dessus, je pense qu'il s'était pas vraiment caché. Il avait dit 3 à 4 millions, là on est à 7, c'est le double. On en parle comme ça, c'est les chiffres qu'on manipule comme ça, mais c'est énorme. Hein. Ah bah c'est énorme, en tout cas au niveau du Stade Brestois, c'est énorme. Bah oui, et c'est surtout que ça flambe, mais l'année dernière, le plus gros transfert, on était aux alentours de 2 millions pour Pedro Diallo, si je dis pas de bêtises. Là, on passe à 7 millions d'un coup comme ça, boum. Il y a eu Honora à 5, mais qu'est-ce que ça sera quand on sera en Coupe d'Europe d'ici 12 mois. Exactement. Mais pour moi, l'un des autres gagnants, c'est Grégory Lorenzi quand même. Je trouve qu'il ressort avec une bonne image, avec droit dans ses bottes, qui est plutôt clair par rapport à ses dires dans la presse. Voilà, les actes suivent les paroles, et ça c'est plutôt agréable. Enfin, on s'est jamais caché de bien aimer Grégory Lorenzi, mais je trouve qu'après ce feuilleton par rapport aux mesures qu'ont pris les autres clubs, ou plutôt l'autre club concurrent dans ce dossier, je pense que Brest sort avec une meilleure image que Lorient, même si sur le terrain, voilà. De toute façon, après, le but c'est pas d'avoir Adrian Grbić dans son effectif, hein, c'est de se maintenir fin mai prochain. Si on se retrouve sans Grbić mais que Lorient descend, bah je pense qu'on aura gagné le feuilleton de Grbić. Oui, je suis d'accord. En tout cas, ça nous a beaucoup intéressé. Ça a aussi intéressé les gens, parce qu'on voyait sur les réseaux sociaux les mentions de Grbić, mais ça a donné lieu à n'importe quoi aussi. C'était vraiment le défouloir entre, donc là, il y a les Brestois, les Orientais, les Lensois qui doivent ramener leur sauce à tout. Dès qu'il y a tout ce qui se passe, t'as les Lensois qui arrivent. C'est impressionnant. Je vous jure, hein. Ils ont un avis sur tout, les mecs. Moi, j'en ai strictement rien à faire que Ganago, Sinao. Non, eux, ils ont voulu. Voilà. Mais je trouve que à ce niveau-là, sur les différentes communautés sur Internet, ça se chambre aussi de plus en plus. Et la communauté brestoise parfois fait aussi, donne une image un petit peu, aussi parfois un peu désolante aussi. Certains sont un petit peu ridicules. J'ai vu si Grbić ne signe pas, je m'abonne pas, je me réabonne pas, je viens pas. Enfin, voilà, détendez-vous les gars, quoi. C'est un joueur, comme il y en a mille autres qui viendront à Brest, va un petit peu se détendre à ce sujet-là. Et surtout, qu'on oublie trop, c'est qu'il reste 2 mois de mercato. À ce point-là, parce que les choses ne sont pas claires, la pseudo-fermeture du mercato qui va arriver, enfin, dans laquelle on est actuellement, ne change rien. Les clubs peuvent toujours signer les joueurs peuvent toujours venir s'entraîner avec leur nouveau club. Après, ils peuvent aussi participer aux matchs amicaux, sans distinction de nationalité. Même si on recrute un Italien qui joue en Italie, il n'y aura pas de souci. Ça change strictement rien. 2 mois de mercato, mais 1 mois et demi avant la reprise du championnat quand même.
Oui, ça par contre, oui. Ce serait quand même bien d'avoir l'attaquant pour la reprise du championnat. Oui. Et du coup, on va voir à quel point le mercato était préparé. Derrière les pistes un peu évidentes qu'on a pu aller chercher, les Honora, les Garbage. On va voir s'il y avait des plans B derrière. Et j'imagine que oui, hein, mais voilà, ils sont pas encore sortis, donc on peut se demander s'il y en avait auparavant. Est-ce que vous avez peut-être des envies, vu le profil que Garbage avait, donc un mec un peu joueur, capable de faire des passes décisives et de marquer des buts à la fois. Est-ce que voilà, vous avez peut-être des noms à proposer? Alexandre Mendy. Merci Fanche. Alors on va passer au sujet suivant. Mais c'est sûrement quand même un mal pour un bien pour Brest. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fera les comptes à la fin, mais on pourra mettre cet argent ailleurs, peut-être sur 2 ou 3 joueurs plutôt que d'en mettre sur un seul. Et du coup, j'en viens à la problématique. Est-ce qu'il vaut mieux avoir de très fortes individualités ou avoir un effectif fourni et homogène? Bah, tu disais l'année dernière qu'on manquait de talent, pour te paraphraser, hein, qu'on manquait de Oui, talent tout à devant, fait. la différence. Je pense qu'Adrien Garbage aurait pu être ce joueur qui aurait pu faire passer un cap en tout cas, sur le côté offensif à Brest avec ce talent. Tu parlais notamment des coups de pied arrêtés pour débloquer des matchs sur des frappes lointaines. On marquait beaucoup de buts sur des centres, sur des actions construites, mais très peu finalement sur des actions un petit peu individuelles. Je pense qu'il aurait pu être ce joueur. Maintenant, on ne l'a pas eu. Passons à autre chose. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 7 millions sur un joueur? Est-ce qu'on va retrouver, en fait, la question est là, est-ce qu'on va retrouver un joueur de ce calibre, entre guillemets, parce que ça reste non plus qu'un joueur qui a fait une saison de Ligue 2, aussi bonne soit-elle, il n'a pas des références non plus énormes. Moi, je pense qu'il faudrait tenter un coup, peut-être, effectivement, devant. On sait qu'un buteur, ça coûte cher, et qu'on a un effectif par ailleurs qui est plutôt bien rodé, qui se connaît, même s'il y a des manques encore aujourd'hui. Hein, Mathias Autrède n'a pas été remplacé. Mais ce serait nécessaire, selon moi, hein, aujourd'hui, d'avoir un joueur un petit peu top player. Vedette. Vedette, voilà. Une vedette. Après, le souci avec ce genre de profil, c'est le timing, dans le sens où si tu te précipites, c'est un coup de retour avec un tocard. Si tu traînes trop, tu sais que les autres clubs sont dessus. C'est vraiment la spécificité du poste d'attaquant. Mais comme tu l'as dit, on a sûrement des plans B, des plans C. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Après, moi, j'ai pas de nom à donner comme ça parce que c'est vrai que d'une part, c'est pas mon taf de chercher ça. Après, je reprends également ce que Telegram et notamment Maël Moisan avaient dit dans un papier, plus dans leur vidéo sur un papier, ils disaient que le Stade Brestois, ou c'est à moi qu'il a dit, je ne sais plus, sans trahir quoi que ce soit, mais que le Stade Brestois, effectivement, Il était pas sérieux. non, mais à chercher des profils, mais également des profils pas qu'en France. Je veux dire, regarder un peu à droite à gauche sur des championnats à l'étranger. Et que du coup, ben voilà, on va peut-être avoir aussi de très bonnes surprises, parce que Garbage, Quentin, tu le disais dans un podcast précédent, pourquoi le Stade Brestois ne pourrait pas être le club qui attire Garbage quand il vient justement de pays d'origine? Alors je sais plus exactement d'où il venait. Est-ce qu'il venait d'Autriche directement? C'était Altar Oui, c'est ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas être justement le club qui va le prendre directement sans passer par un club intermédiaire? Parce que clairement, on fait une culbute financière énorme là, en le prenant soit gratuitement, soit très peu cher. J'ai pas les chiffres. Gratuitement. Donc voilà, Brest, peut-être en allant à droite à gauche, mais en faisant ce genre de choses, tu as forcément du déchet dans ton recrutement. Tout en sachant que pour un Garbage, il y a 10 Thomas Michola, quoi. Mais est-ce que le 1 Garbage ne rentabilise pas les 10 Michola? Oui, financièrement, effectivement. Mais est-ce que tu peux jouer ta saison en Ligue 1 en misant sur Michola, tout seul devant, tu vois? Peut-être que c'est pour Brest, c'est un club. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. C'est plus safe, en tout cas, d'être le deuxième club de ce genre de joueur en n'étant pas le club qui prend le risque, si vous voyez ce que je veux dire. Plein de clubs qui recrutent à droite à gauche, et Brest ensuite va pouvoir récupérer les meilleurs d'entre eux, mais effectivement, ça coûte très cher. Et de plus en plus. Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'étranger maintenant, et que Grégory Lorenzi, visiblement, sur ce qu'on entend, va à l'étranger parce que voilà, les prix flambent en France et la concurrence des clubs un peu mitoyens du Stade Brestois, c'est-à-dire des Lens, des Lorient, des Metz, des clubs comme Angers, voilà, les enchères montent et au final on arrive à des meilleurs buteurs ou des deuxièmes meilleurs buteurs de Ligue 2 qui partent à 10 millions d'euros et le meilleur buteur à 15. Et qu'attendez-vous pour intégrer la cellule de recrutement, Quentin, vous qui connaissez si bien le football de l'Est? Grégory, il a mon numéro, qu'il m'appelle. Sinon, bah non. Et puis, si je voulais rajouter un truc sur le mercato très rapidement, c'est qu'on s'intéresse au poste d'attaquant, mais il y a encore des manques. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient être recrutés par le club. Lors de la conférence de presse il y a 15 jours maintenant, il disait c'était au moins 5, 6, 7 profils qui étaient attendus. Donc, au boulot. Est-ce que du coup, le prix du transfert de Garbage vous fait augmenter vos attentes pour Ibrahima Diallo? Après, c'est pas le même poste. Ouais, je suis pas trop d'accord dans le sens où Garbage, il y a quand même un consensus, au moins sur le marché français, que c'est surpayé tant au niveau du salaire que de l'indemnité de transfert. Si tout le monde s'accordait à dire ouais, c'est un bon prix, oui, ça va augmenter. Mais là, si tout le monde sait que c'est surpayé, non, je pense que ça n'aura pas le moindre effet. De toute façon, Diallo, c'est 30 millions maintenant. Ah, bon, bah voilà.
Voilà, la réponse est là. Alors, Adrian Grabic ne sera pas sur le terrain pour le premier match du Stade Brestois, donc qui démarrera à Nîmes le 23 août prochain, et avant une réception de gala. Hein. Peut-être qu'il y aura une écharpe spéciale, comme il y a eu cette année, puisque Marseille débarquera à Francis-Leblay le 30 mai, ou en tout cas le week-end du 30 mai. Alors avec combien de supporters, ça on ne sait pas encore, on saura ça dans les prochaines semaines. Donc le calendrier est sorti, messieurs, est-ce que vous avez des petits commentaires à faire? On a un calendrier qui quand même est relativement équilibré, il n'y a pas de grosses périodes, en tout cas au niveau des équipes affrontées, et il n'y a pas non plus de période où, comme on a eu cette saison avec des Amiens, Metz et Dijon, c'est ça la suite? Oui. Donc voilà, il n'y a pas de grosses séries où Brest devra faire des résultats, ou inversement, de grosses séries face à des clubs largement plus huppés que celui du Stade Brestois. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on en a une, et c'est dès le début de saison. Parce que tu as Nîmes, Marseille, puis après, c'est Dijon et Lorient. Tu as 3 concurrents directs au maintien, 2 déplacements difficiles où on a pris 2 branlées l'an dernier. Hein. Comment ça, concurrent direct au maintien? On part du principe que... Ouais, après, je pense que quand on fera un podcast, de toute façon, sur nos attentes de la saison, quand on aura peut-être une vision plus large avec des recrues et tout. Mais à l'heure actuelle, on peut pas viser autre Moi, chose. je pensais plutôt concurrent direct à l'Europa League ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, mais à l'heure actuelle, on peut pas parler d'autre chose que du maintien en étant tout à fait... Concurrent direct à la 12e place. Donc Yann, je t'en prie. Mais ouais, voilà, pour moi, on a ces 4 premières journées où il faut pas se louper. Bien sûr, c'est rattrapable, c'est les 4 premières. Mais c'est quand même mieux de commencer la saison avec, mettons, 9 points qu'avec 0. On connaît l'importance d'un bon début de saison. Hein. Surtout, oui, absolument. Surtout que voilà, tu vas à Nîmes, tu vas à Dijon, c'est pas des stades dans lesquels on performe. Voilà, à Nîmes. Par contre, ce qui est bien, on va essayer de trouver le positif quelque part, c'est que dans ce début de saison, très probablement, la crise du coronavirus ne sera pas réglée. Je vois très mal des stades pleins. Voilà, je pense que la barre des 5000. D'ailleurs, il y a un article dans l'équipe qui en parle aujourd'hui. Les finales de coupe se joueront à 5000. Et le conseil scientifique est pessimiste sur une évolution d'une augmentation de la jauge dès septembre. Donc techniquement, si ça restait à 5000, voilà, jouer à Nîmes dans un costière aux 3/4 vide, je préfère. On sait que c'est une ambiance un petit peu chaude de traquenard là-bas. Donc ça va rebattre un petit peu les cartes. Ce sera pas un huis clos, mais ce sera mieux. Par contre, à Dijon, ça change là. Par contre aussi, c'est dommage pour la venue de l'OM, pour le club, pour vendre des places, etc. Économiquement, ça peut être une perte. Même de Lorient, évidemment. Mais donc, la probabilité de commencer à Nîmes avec un 4-0, elle existe, hein, mais on reste sur un 3-0 en 2019 là-bas, on s'en souvient, avec un but dès la 2e minute. C'était terrible. On avait dit attention début de match et on n'avait rien compris. Un 4-0 en 2017, et je sais pas si vous vous souvenez, c'était le fameux match sensationnel de Karim Abed. Alors, un grand moment. C'est là que je l'ai rencontré, le fameux Karim, légendaire. Donc Nîmes est coté à 2,30 à l'heure actuelle. Foncez là-dessus, vous pouvez doubler vos... Non, je rigole, hein, évidemment, on ne sait pas ce que ça va donner aujourd'hui. Mais voilà. Sinon, sur le calendrier, on peut noter un hiver très chargé, pour faire écho également à ce que tu disais sur les infrastructures. Entre le 6 décembre et le 28 février, ça fait 84 jours. Il y aura 15 matchs. Donc ça fait un match tous les 5 jours à peu près. Pour une équipe comme Brest, avec un effectif qui est pas forcément très étoffé, il va falloir prendre des points en début de saison pour éventuellement passer des moments un petit peu plus creux. Voilà. Si tu comptes sans compter les éventuels tours de coupe. Et sachant que la Coupe de France débute à cette époque-là de l'année. C'est ça, donc tu rajoutes au moins, on va être positif, au moins 2 matchs, donc ça pourrait faire 17 matchs en 4 on va être positif, mais on va aussi être réaliste en disant qu'on rajoute un match. Ouais, ça va être très très compliqué à ce moment-là. Surtout qu'il y a des matchs costauds, hein, si on regarde ce qui se passe en février. On a des déplacements à Lille, on reçoit Lyon, on va à Monaco, on reçoit Rennes, on va à Paris. Bon, c'est des journées, des matchs qui seront très très compliqués. Donc vraiment le début de saison sera très important. Moi j'avais une question sinon messieurs. Quels sont les matchs que vous avez cochés sur le calendrier? Personnellement, je suis tellement en manque de Stade Brestois que je les ai tous cochés. Oui. Est-ce que tu parles au niveau de l'attente ou des déplacements Alors moi c'est plutôt donc de l'attente évidemment, j'ai mis Brest-Lorient parce que avec l'histoire actuelle, mais peut-être des déplacements que tu as envie de faire. Ouais, évidemment il y a les déplacements habituels, hein, ceux qui sont plutôt proches, il y a les Rennes, les Lorient évidemment. Il y a le Nantes, je crois, qui est en période de vacances scolaires, puisque tu nous as fait un petit topo fantastique. Vous les trouvez sur notre compte Twitter, tous les matchs en période de vacances scolaires. On a, si je dis pas de bêtises, il y en a beaucoup cette année. Et il y a même un match pendant le pont, j'ai pas marqué, mais c'est à Montpellier. Donc il y aura dans l'ordre de mémoire Nantes, Rennes. Il y aura Lens, le déplacement de Noël, que je crois savoir que Yann attend impatiemment.
à Monaco le 28 février et à Pâques, il y a Saint-Etienne et Nice. Donc il y a quasiment la moitié des déplacements qui se font pendant les vacances. Donc, Et évidemment, il y a le match au parc. ouais, moi, Il n'y a pas eu cette saison. le 10 janvier. Le 10 janvier, voilà. Je me souviens d'un déplacement au Paris FC un 17 janvier. Tu y étais. Il caillait sa mère. Et donc là, on peut s'attendre à un peu la même chose. Moi, j'avais fait le déplacement Paris FC également, Coupe de la Ligue. On n'était pas nombreux. D'ailleurs, je salue Le Goff qui était présent avec moi. Et premier match en pro de Gauthier Larsonneur. De mon côté, j'ai coché le déplacement à Strasbourg le 3 février. Alors pourquoi celui-là en particulier? Parce que le déplacement à Strasbourg, déjà, en soi, c'est un événement. Hein. On sait ce qui s'était passé. On y était. Enfin, j'y étais en tout cas en 2017. Et surtout que on devait aller à Strasbourg. Enfin, je devais aller à Strasbourg l'année dernière. Tout était calé, les billets de train étaient pris. Et le pangolin est arrivé. Voilà, donc c'est également, après c'est tout à fait perso, c'est pour retrouver des potes également là-bas. Mais le déplacement à Strasbourg le 3 février, celui-là, il est attendu. Malheureusement, il n'est pas en période de vacances scolaires. C'est un petit peu dommage. Toi, Yann, c'était Lens? Ouais, de mon côté, pour 2 raisons. Déjà, parce que c'est Lens. À chaque fois qu'on va à Lens, il se passe des trucs. Hein. C'est vrai. Les envahissements de terrain, les attaques des tribunes. Et puis surtout, là en plus, c'est le 23 décembre. C'est le dernier match avant Noël. Il se passe souvent des trucs dans les derniers matchs avant Noël en plus. C'est la petite conjonction des deux. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'a priori, ce sera un mercredi. Ah. Mais c'est le déplacement numéro 1 que j'ai coché. Ah, mais d'ailleurs, en plus, déplacement de Noël, il me semble que nous 3, nous avons fait 2 déplacements de Noël ensemble. Alors, je sais pas si tu étais à Quevilly. Non, j'étais avec Quentin à Quevilly. Rouen, Métropole. J'avais fait Dijon. Et tu avais fait Niort aussi avec nous. Oui. Niort, le fameux déplacement où j'avais été flashé. Et la perte, on avait pris un point sur le terrain et on l'avait perdu sur la route. C'était terrible. Terrible. 2 déplacements plus vieux. Oui, Vieux, donc, un milieu de terrain, Jacob Ayas Diallo. Il y a Quevilly-Rouen Métropole, c'était le premier match en professionnel de Lenny Pintor, évidemment. J'avais une question. J'ai pas trouvé le match contre Guingamp. C'était moi qui. J'ai cherché, hein, mais vraiment non. Est-ce que ce serait pas parce que le Guingamp évolue en Ligue 2? Ah, peut-être. Effectivement, puisque voilà, c'est l'un des matchs que l'on coche habituellement. Et effectivement, là, on regarde le calendrier de Ligue 1, évidemment, Uber Eats. Et là, rien, pas de Guingamp qui donc, par déduction, évolue en Ligue 2. Une information vérifiée par la suite, évidemment, puisqu'on ne raconte pas de n'importe quoi dans ce podcast. Juste un petit dernier commentaire. Ça fait longtemps qu'on les a pas joués en match officiel. Ça fait depuis la montée en 2009-2010. Ah, il faudrait qu'ils évoluent en Ligue 1, mais pour l'instant, c'est la Ligue 2. Effectivement. Et d'ailleurs, il faudra se maintenir en Ligue 1 avant la 36e journée, parce que la fin est quand même assez épicée, avec du Nice, du Montpellier, 2 déplacements d'affilée et une réception de Paris. Alors, je sais que, évidemment, le Paris en dernière journée, parfois, ça peut jouer un peu avec les mains dans les poches, d'autant qu'il y a l'Euro juste après, donc les stars ne voudront pas se blesser, mais ça reste Paris. Voilà, il suffit qu'il y ait un club qui fasse une grosse saison et que le titre se joue la dernière journée, ou voilà, que sais-je. S'ils veulent nous défoncer, ils nous défoncent. Donc, ça reste Paris. J'ai hâte qu'on puisse dire ça à d'autres clubs. Si on veut vous défoncer, les gars, on vous défonce. On dit ça à Guingamp aujourd'hui, tu vois, on dit pas ça aux autres. Ouais, on dit ça à divers clubs de Ligue 2. Après, quand même, genre, c'est toujours un petit plaisir particulier la sortie du calendrier quand c'est en Ligue 1. Enfin, tu vois des matchs, des petits déplacements par-ci par-là. En Ligue 2, c'était cool aussi la sortie du calendrier, mais là, ça a une saveur particulière, vraiment. C'est quelque chose. Moi, je suis bien content, bien motivé. Et en plus, on a été privé de foot pendant tellement longtemps que j'ai hâte que ça reprenne. En Ligue 2, ça permettait de faire un bilan des meilleures fêtes entrées l'accusé aussi. Parce que c'est des villes que tu vois régulièrement. Mais là, il y a Angers. Et Angers est très solide cette année. Oui. Notamment El Melali là oh là là, c'est quelque chose entre Angers et Nantes, parce qu'il y a Netflix sur Xavier Dupont de Ligonnès aussi. On va lancer un podcast peut-être vu que Jacques Pradel prend sa retraite, un truc qui parlera ça. Ou alors venez en déplacement avec nous et vous verrez qu'on a des anecdotes plutôt solides. Effectivement, mais ça ce sera pour un prochain podcast, messieurs, puisque celui-là est terminé. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez encore une fois apprécié, et notamment apprécié la présentation de la nouvelle recrue, donc Ronald Pierre-Gabriel, à qui on souhaite évidemment la bienvenue. Et on va se retrouver dans un prochain podcast. Écoutez, quand le mercato se débridera un peu et que un nouveau joueur signera à Brest, on n'a pas trouvé grand-chose sur Romain Fèvre. Il y a beaucoup de difficultés pour trouver un invité monégasque. Parce que évidemment, il y a très peu de gens, de supporters de Monaco qui habitent à Monaco et qui donc voient la réserve évoluer régulièrement. Donc beaucoup de mal de trouver des informations sur Romain Fèvre.
mais qui lui aussi est quand même à signer pour 4 ans. Donc on a vu sa conférence de presse, quelqu'un de très qui a l'air sympathique, bien que tout à fait timide. On sent qu'il a pas l'air d'avoir l'habitude des interviews, et c'est normal, mais ça a l'air quelqu'un de sympathique. Donc on lui souhaite lui aussi la bienvenue. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine. Et on se retrouvera peut-être à Plabennec, puisque le match sera donc ouvert au public le 18 juillet, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Je pense que le podcast reviendra justement sur ce match, les premières choses qu'on a pu voir pendant la rencontre, si jamais on peut y aller, normalement on ne devrait pas y avoir de soucis, et sur d'éventuelles recrues, parce que voilà, ça va continuer à bouger, même si le mercato se met en veille, ça ne changera pas grand-chose. Et oui, comme dirait Stéphane Guy, le football circus continue. Et Breston Air avec, puisque Breston Air revient pour cette deuxième saison. On va finir comme d'habitude. Là-dessus, on change pas. On apportera quelques nouveautés, mais pas sur la fin, puisqu'on va vous dire à bientôt et allez Brest. Et Kenavo. Allons sur le quai Guénon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.